Monsieur le ministre, merci infiniment de nous recevoir pour répondre à nos questions. Nous avons fait des réformes, en effet, au niveau de nos filières agricoles, notamment la filière café-cacao, la filière coton-anacar et tout récemment la filière palmier à huile EVA. Toutes ces réformes ont pour objectif d'améliorer la productivité, les conditions de production, mais aussi d'aller le plus loin possible dans la chaîne de valeur, de manière à capter l'essentiel de la valeur ajoutée. Il se trouve que pendant les périodes de crise que nous avons connues, il y a une habitude qui s'est installée et beaucoup de notre production se retrouve dans les pays limitrophes. Mais depuis, nous essayons de corriger les choses et aujourd'hui, il y a deux raisons fondamentales à la fuite des produits. Si je prends le cas du Ghana, il y a des moments où la production ivoirienne se retrouve au Ghana et vice-versa. Cela est dû au fait que nous n'avons pas les mêmes systèmes de mise à marché de nos produits agricoles. Et ce que nous avons décidé, sur instruction des deux chefs d'État, c'est de nous rapprocher pour harmoniser nos politiques commerciales au niveau de ces matières premières. Et c'est pour moi la raison fondamentale. Tant qu'il y aura une grande différence de prix pratiqués dans les pays, on pourrait avoir des flux dans un sens comme dans l'autre. Mais depuis que nos deux chefs d'État ont souhaité que nous harmonisons nos politiques commerciales, c'est un phénomène qui est en train d'être résorbé. Il reste que pour nous qui avons des structures sous réforme et qui sont fiscalisées, nous avons intérêt à faire en sorte que dans notre espace communautaire, nous puissions harmoniser la fiscalisation de nos matières premières brutes de manière à inciter à leur transformation sur place. Je m'explique. Nous taxons l'exportation de noix brutes pour encourager la transformation locale. Si la Côte d'Ivoire est le seul pays qui le fait, si le Ghana ne le fait pas, le Mali ne le fait pas, le Burkina ne le fait pas, ce qui va se passer, c'est que la Côte d'Ivoire va perdre sa production au profit de ce pays. Donc des discussions sont en cours dans l'espace communautaire que l'UEMOA, y compris la CEDEAO, pour qu'un certain nombre de matières premières, nous puissions encourager la transformation locale et arriver à terme à une interdiction pure et simple de l'exportation de la matière brute sans valeur ajoutée. Je vous explique que nous sommes des pays producteurs de matières premières et que dans un premier temps, nous devons encourager la transformation locale. Ça veut dire ne pas fiscaliser ceux qui transforment localement, encourager l'industrie. Donc nous avons une mesure dans le cacao qui fait que plus loin vous allez dans la transformation, moins vous payez de taxes. A contrario, nous devons taxer les produits qui sont exportés à l'état brut. Quand nous les taxons, évidemment, le prix qui est servi aux producteurs n'est plus le même que celui qui est choisi dans un pays où la matière première n'est pas taxée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour cela que nous avons dit qu'il faut qu'on harmonise nos politiques en la matière, de manière à encourager l'industrialisation, la transformation de nos produits locaux sur place. Pour ce qui est de la politique de mise à marché, parce que c'est de ça que vous parlez, je vous ai dit que le Ghana et la Côte d'Ivoire ont décidé d'harmoniser leur système de mise à marché, de manière à servir des prix à peu près pareils pour les producteurs des deux pays. Vous avez parlé de 70% du prix CAF. Nous avons une règle de plus de 60% du prix CAF. On attend de voir avec le Ghana, comme vous le dites, s'ils veulent mettre une mesure de cette nature. L'idéal serait qu'on soit aligné pour que le paysan ivoirien gagne à peu près pareil que le paysan ghanéen. Ceci étant, bien entendu, tout cela étant connecté au marché, pas déconnecté. Bon, déjà, on attend le rapport définitif. Il y a un rapport provisoire qui nous a été soumis, d'ailleurs à la demande du président de la République, parce qu'on avait vraiment envie de vite savoir quelles sont les principales raisons qui nous ont conduits
à ces défauts, de manière à rectifier le tir avant l'ouverture de la campagne de 2018 qui est en 2017-2018 qui est en cours. Donc ce que nous avons fait, les principales recommandations qui ont été données dans le rapport intermédiaire, il y a certaines que le comité des matières premières a jugé pertinentes et a demandé à la direction de commencer à mettre en œuvre, notamment en ce qui concerne les garanties dont doit s'entourer le CCC pour pouvoir autoriser un opérateur à prendre des positions sur le marché. Les volumes qui font actuellement défaut sur cette campagne, vous confirmez que ça fait près 180 000 tonnes ou c'est au-delà? Non, on n'a pas de défaut sur cette campagne. Tous les défauts concernaient la campagne dernière. Cette année, il n'y a pas de défaut, puisque le DUT nous a permis d'identifier tout ce qui s'est passé la campagne dernière, d'avoir le volume exact des défauts et qui ont tous été traités et remis sur le marché. Alors le fonds de stabilisation, quand nous avons dit que nous allons soutenir le prix jusqu'à 1100 francs jusqu'à la fin de la campagne, beaucoup n'y croyaient pas parce qu'ils se disaient qu'on n'aurait pas les ressources pour le faire. Mais vous avez bien vu que tous ceux qui ont soldé leur compte au niveau de la campagne dernière, on a respecté nos engagements, ils ont eu les compensations nécessaires. Donc c'est la preuve que le système est bien robuste et que les fonds de stabilisation existaient bel et bien, sinon on n'aurait pas pu faire face à ce besoin de financement. Et puis pour savoir ce qu'il reste dans ce fonds? Comment? Et combien reste-t-il dans ce fonds? Non, vous savez, c'est un fonds de garantie. Il y a un niveau minimum qui est requis et ce niveau minimum qui est requis pour couvrir les opérations est toujours au bon niveau. Moi, je pense que d'ici 5 ans, ce que nous devons faire, c'est vraiment de tout faire en relation avec le ministère en charge des forêts, de sortir tous les producteurs qui sont dans les forêts classées, et de manière à avoir qu'une production qui soit beaucoup plus intensive et qui soit respectueuse de l'environnement. Nous pensons que désormais, on peut associer la production de cacao avec la forêt. Donc on va avoir des programmes d'agroforesterie. D'ailleurs, ce n'est pas seulement pour le cacao, c'est valable pour la plupart des cultures de rente. Donc la vision sur les 5 années, c'est de produire, mais de produire mieux. Vous avez un objectif de volume à 5 ans? Non, on n'ose pas nous s'avancer sur les objectifs de volume. Nos objectifs de volume vont tenir toujours compte de la demande internationale de cacao. Mais pourquoi voulez-vous qu'on fasse moins de 2 millions si l'année dernière on a fait 2 millions 100? Ce sont les vergers. Donc on ne les a pas coupés entre-temps. Par contre, ce qui va arriver, puisque nous avons un vaste programme de déguerpissement des forêts classées, ça va impacter le volume de cacao mis à marché. En plus, nous avons un grand programme d'arrachage des vergers qui ont été touchés par le Shoalin Shot. Tout ça va impacter la production à la baisse, sans tenir compte d'ailleurs des effets du changement climatique. Et vous estimez que la campagne sera au-delà de 2 millions de tonnes, cette campagne-ci? Non, je ne peux pas vous dire quelque chose de tout à fait précis, mais ce que je peux vous dire, c'est que notre production va rester dans la tendance qu'elle a connue ces 5 dernières années. Elle va s'infléchir du fait des vastes programmes que nous sommes en train de mener. 1, le programme d'arrachage de 100 000 hectares de cacao. 2, le déguerpissement de tous les producteurs qui sont dans les forêts classées. Tout ça va impacter notre production à la baisse, mais la qualité va, et si vous remarquez, la qualité ne fait que se renforcer. Donc ce que nous perdons en volume, nous allons le rattraper en qualité. Non, moi, ce n'est pas un argument que je peux retenir. De toute façon, vous savez que le café, c'est beaucoup plus laborieux de récolter et de traiter le café que le cacao. Donc pendant les années où les cours n'étaient pas rémunérateurs, les paysans ont tout simplement abandonné leur plantation si ils n'ont pas remplacé par des plantations de cacao. Et depuis, les cours mondiaux du café se redressent. Donc nous avons un regain d'intérêt des producteurs à la filière café. Donc, nous avons un programme de relance caféière. Par contre, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que nous faisons face, justement, concernant le café, à une fuite considérable de notre production vers les pays de l'Ouest de notre pays, notamment le Libéria et la Guinée, parce que simplement des torréfacteurs sont installés le long de la frontière et ils captent la production ivoirienne. C'est un phénomène
contre lequel nous essayons de lutter. Ce que je peux vous dire, c'est que cette question est vraiment revenue à l'ordre du jour et que nous avons un comité qui y réfléchit et toutes les options restent sur la table. Alors moi, je crois que nous attendons avec beaucoup d'impatience la mise en place de cette monnaie unique. Cela va nous permettre, nous qui sommes un pays essentiellement agricole au niveau de la sous-région, de tirer parti et d'améliorer surtout les échanges intra-États. Nous pensons que la monnaie unique à venir va tenir compte vraiment des critères fondamentaux qu'il faut à une monnaie pour être robuste. Aujourd'hui, si vous prenez l'espace UEMOA où nous avons le CFA aujourd'hui, c'est vrai, est arrimé à l'euro, mais le CFA est géré de manière très saine et qui fait que c'est une monnaie dans laquelle, même dans la sous-région des pays qui n'ont pas le CFA, c'est le CFA qui y circule. Ça, c'est pour la monnaie. Donc les spécialistes de la monnaie verront les conditions pour que notre monnaie reste crédible. Et vous pouvez, nous pouvons dire merci parce qu'il se trouve que le chef de l'État ivoirien est un expert en la matière et je crois que son expertise va servir à asseoir cette monnaie unique qui sera robuste. D'une part, vous parlez des exportations, mais nous visons aussi les échanges entre les États membres de la monnaie unique. Aujourd'hui, du fait de certaines barrières, la Côte d'Ivoire n'arrive pas à envoyer suffisamment de produits au Nigeria, par exemple, pour ne citer que ce pays-là, qui en a besoin pour sa consommation propre. À la limite, nous avons un marché sous-régional que nous n'exploitons pas assez. Et toutes les études et les indicateurs l'ont bien montré que l'une des faiblesses de la croissance agricole, c'est la faiblesse des échanges intra-États, entre les États africains. Pour nous, la création de cette monnaie unique va permettre de régler cette question. Ma toute dernière question. Et ça va concerner le vivrier. Ah oui, on ne le dit pas assez, mais le vivrier est un grand gisement, un potentiel de croissance agricole, de réduction de la pauvreté. Loin devant le cacao et le café. Non, ce que nous visons dans la mécanisation, c'est la réduction de la pénibilité et l'augmentation de la productivité des agriculteurs. La réduction de la pénibilité avec une mécanisation adaptée à la typologie de nos exploitations. Donc, n'allez pas chercher dans les gros mastodontes de tracteurs comme on le voit un peu dans les grandes plantations à surface infinie. Mais ça se cherche plutôt dans un modèle moyen et petit, de petites mécanisations adaptées aux exploitations, petites exploitations de notre contrée. Ça, c'est pour la pénibilité du travail. En ce qui concerne la productivité, en effet, nous avons besoin, parce qu'elle est intimement liée à la rentabilité. Les jeunes viendront à la terre, pas seulement parce qu'on aura réduit la pénibilité, mais parce que le secteur sera rentable. Et si j'avais un classement à faire, j'allais dire que les jeunes ne viendront que si c'est rentable. Ils sont prêts à venir si c'est rentable, quitte à travailler dans des conditions plus pénibles, mais pourvu que ce soit rentable. S'ils sont prêts à traverser dans les conditions extrêmement au péril de leur vie la Méditerranée, croyez-moi madame, ils seront prêts à travailler dans des conditions même un peu pénibles, mais quitte à d'abord il faut qu'ils gagnent leur vie. Nous, sur 2018, ce que nous essayons de faire, c'est de mettre vraiment sur orbite le programme national d'investissement de deuxième génération, à savoir mobiliser les investissements, qu'ils soient publics, privés ou avec les partenaires techniques et financiers. C'est le cœur de notre participation aussi de cette année. Et ça, c'est vrai de toutes les années. Quelles sont spécifiquement les 2 ou 3 priorités sur cette année? Nous voulons mettre maintenant, vous avez vu, j'ai dit dans la salle, je ne sais pas si vous étiez là, madame, j'ai dit que la croissance du pays a été tirée en 2017 par le secteur agricole. C'est un rapport de la Banque mondiale. Mais j'ai fait observer qu'en l'absence du cacao, ça veut dire que nous avons mené une politique de diversification au niveau des filières. Et c'est ce que nous comptons intensifier. Maintenant, nous allons structurer davantage la filière cola. Nous allons structurer davantage la filière karité. Et ce sont nos priorités pour 2018. Merci.